Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Les kilos, ça va, ça vient. Parfois, ça reste et impossible de s'en débarrasser malgré toutes nos tentatives. Et si la solution pour perdre du poids n'était pas dans l'assiette, mais plutôt dans notre tête? Pour nous en parler, Jean Dorido, docteur en psychologie. Bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Vous êtes donc docteur en psychologie, on vous voit également dans les médias, vous avez lancé une application dédiée à la méditation, Zenfi, c'est bien ça. On va commencer ce sujet donc pour parler de ces kilos, que l'on peut dire kilos émotionnels, mais qu'est-ce que sont les kilos émotionnels? Alors très clairement, alors d'abord bravo cette formule, la solution c'est pas dans l'assiette, c'est dans la tête. Alors là, sensationnel, parce que c'est tellement vrai, vraiment très fort. Les kilos émotionnels, typiquement, c'est quand une personne est traversée par une émotion difficile, peut-être même une émotion douloureuse, évidemment du stress, de l'anxiété, ça peut être aussi de la colère, du désarroi, du découragement. Bon, et là, ces émotions douloureuses, il y en a quand même un paquet. Et cette personne, si vous voulez, pour différentes raisons, elle est arrivée à un moment de sa vie où dès qu'elle est traversée, le dès est important, dès qu'elle est traversée par cette émotion, alors c'est comme un réflexe, il n'y a même pas besoin d'y penser, elle mange. Et c'est un réflexe conditionné. Elle n'est pas bien, elle est super dans son stress, ou alors elle est très très malheureuse, elle est vraiment au fond du gouffre, vraiment pas le moral, elle mange un truc pour que ça aille mieux. Et évidemment, le souci, c'est que ça ne marche pas, parce qu'évidemment que la cause de l'émotion, elle n'a pas bougé. Et en plus, derrière, elle regrette, parce que si d'aventure elle a des problèmes de poids, cette personne dit j'ai encore mangé un truc pour rien. Et puis troisième point, c'est pas la double peine, c'est la triple peine. Comme si vous voulez, l'appétit vient en mangeant, c'est bien connu. Ce qui devait être un bonbon ou un carré de chocolat ou un petit morceau de fromage, au point où j'en suis, tac, on déglingue, voilà la tablette, le paquet, tout le morceau. Et là, c'est la triple peine. Et qu'est-ce qui fait que nous mangeons nos émotions? Quel est le mécanisme? Alors c'est une très bonne question, comme toujours. Si vous voulez, une émotion, c'est un truc, alors ça les psychologues évolutionnistes expliquent bien ça, c'est notre cerveau, il a mis des millions d'années à se construire, c'est l'évolution darwinienne, la sélection naturelle. Et donc l'émotion, si vous voulez, c'est un signal très bref, qui est physique d'abord, qui est déclenché par un stimulus, et c'est un appel à l'action. Le motion, motricité, le l'extérieur, c'est vraiment le cerveau, il est assuré, il faut faire quelque chose. Il faut qu'il se passe un truc. L'émotion de base commune à tout l'organisme animal, chez les mammifères, la peur. On sait, la peur, voilà, c'est fight or flight, quoi. Soit il faut attaquer, soit il faut partir. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui nous intime d'agir. Et donc, si vous voulez, c'est le piège, sans se casser le moral, c'est le piège de la fringale émotionnelle, c'est que le cerveau est traversé par une émotion de stress, beaucoup de stress, une grosse angoisse. Donc il a un signal, il faut faire quelque chose. Et le fait de faire n'importe quoi, ça va déjà apaiser le signal. Parce que le cerveau dit ok, c'est bon, il fallait faire quelque chose, il y a quelque chose qui a été fait. Cette formule, agir, c'est gérer son stress. On voit des personnes parfois qui sont stressées, se mettent à faire le ménage, ce qui est assez pratique d'ailleurs, parce que la personne nous dit ça me fait du bien, ça me rassure, mais c'est un fait que quand vous êtes dans l'action, vous abaissez mécaniquement le stress. Et du coup, le piège, c'est qu'une personne qui, pour différentes raisons, coup de stress, elle mange un truc. Déjà, le cerveau, il dit c'est bien. Et donc, comme le cerveau se dit c'est bien, il va garder cette solution en réserve, il va leur reproposer le coup de stress d'après. D'accord. Et à force de répéter, donc la personne elle mange, c'est bien, il se passe un truc, donc ça va. Donc ça peut créer l'illusion que ça règle le problème, alors que ça ne le règle pas. Et donc, comme il envisage que c'est opérant, en psychologie, c'est un comportement opérant, c'est un piège, il vous le repropose le coup de stress suivant. Et donc, à force de répétition, on arrive dans un autre gros morceau de la psychologie comportementale, le réflexe conditionné, le chien de Pavlov, où là, vraiment, c'est une injonction. Le cerveau ne vous propose plus la solution, il vous dit mange. Mange, ça te fera du bien. Et donc là, c'est un réflexe. Et même parfois, la personne ne s'en rend même pas compte. Et c'est après coup, une fois justement le comportement, la séquence comportementale terminée, qu'elle dit, punaise,
Je voulais pas le faire, je l'ai fait quand même, c'est le fameux docteur, je le fais quand même alors que j'ai pas envie, c'est plus fort que moi. Et quelles sont les émotions qui font grossir? Est-ce qu'il y en a qui sont clairement identifiées? Oui, traditionnellement, c'est les émotions douloureuses, le stress, l'anxiété, la colère, beaucoup. J'ai vraiment remarqué ça dans ma clinique. C'est vraiment la colère. Pardon pour le cliché, vous savez, ces personnes qui n'ont pas appris à dire non, qui ne réussissent pas à dire non, qui vont accepter beaucoup, sans doute beaucoup trop, et qui finissent par effectivement manger leurs émotions, comme vous dites, stress, anxiété, colère, et puis tout ce qui tourne autour du découragement, le désarroi, oui c'est ça, le renoncement, la déception. Parce que si vous voulez, évidemment, manger c'est bon. Quand quelqu'un qui a faim, manger c'est bon. C'est le moteur de, je veux dire, la motivation de base. Ce qui nous met en marche, c'est la faim. Les savants qui travaillent avec des rats de laboratoire et qui veulent calculer le temps qu'ils mettent à trouver la sortie d'un labyrinthe pour l'intelligence, il faut mettre un morceau de fromage. Et il faut que le rat ait faim. Si le rat il a bien mangé, vous pouvez mettre tout le fromage que vous voulez, il ne se déplace pas dans le labyrinthe, il n'a rien à faire. Mais s'il a les crocs, là vous appelez toute l'équipe, vous dites on va pouvoir chronométrer, il a faim, on lui met le fromage au labyrinthe, il le sent, alors allez, il va chercher, et là on chronomètre, parce que c'est la motivation essentielle de manger. Et quelqu'un qui a faim, qui mange, c'est bon. Et là aussi c'est un piège, le cerveau il dit quand j'ai faim et que je mange, c'est bon. Le souci c'est après, il enlève quand j'ai faim, il ne retient que le c'est bon. Et du coup la personne, sans s'en rendre compte, elle ne fait pas exprès, elle associe finalement, dès qu'elle a besoin d'un peu de réconfort, elle mange, même si elle n'a pas faim. Sauf que le souci, c'est qu'à force de manger sans avoir faim, elle finit par prendre du poids, et ça peut être un problème à l'excès pour sa santé, et puis même avant la santé, ça peut être un souci parce que la personne, elle n'est pas bien avec tous ces kilos superflus. Et comment identifier les leviers qui nous poussent à ces prises alimentaires visant à calmer nos émotions? Alors écoutez, d'expérience, encore une fois, dans ma pratique clinique, c'est jamais le problème, les personnes identifient tout à fait. C'est vraiment l'immense majorité des personnes qui viennent me voir pour des soucis alimentaires, toutes se reconnaissent, disent oui, je veux dire, elles ont toute cette lucidité de dire je vois bien que je mange alors que je n'ai pas faim. Voilà. C'est juste que je ne suis pas bien et donc je mange. Et si vous voulez, il n'y a pas de pédagogie à faire sur le sujet. Les personnes repèrent assez facilement combien de fois j'ai entendu j'avais passé une sale journée au boulot, mes rendez-vous s'étaient mal passés, je me suis arrêté à la station-service faire le plein pour rentrer chez moi, j'ai acheté un paquet de bonbons, sur le trajet j'ai déglingué le paquet de bonbons, quoi. Ça c'est le truc classique, et là la personne, si vous voulez, elle a tout à fait identifié qu'elle n'avait pas faim, que c'est juste qu'elle cherchait du réconfort et qu'elle n'a pas, son cerveau, si vous voulez, a perdu le choix. L'addiction, c'est la perte de choix, et il n'y avait que les bonbons à ce moment-là. C'était la réponse du cerveau, c'était mange, c'est comme une ça va aller mieux. Quoi. Et si vous voulez, quand vous êtes pris dans le comportement réflexe, la volonté ne marche pas. C'est le piège dans lequel tombent toutes les personnes addictes. L'exemple le plus classique, c'est le tabac. Les fumeurs, ils ont beaucoup de volonté. Je veux dire, il n'y a pas de profil psychologique du fumeur. Simplement, la volonté ne marche pas parce que dans le cerveau, si vous voulez, c'est pas au même niveau. Et donc, vous luttez contre une espèce d'automate qui ne se fatigue jamais. Et on ne peut pas lutter H24, donc il y aura forcément un moment, la volonté va se fatiguer, et l'automate, bing, il dit tiens, prends un bonbon, et bing, c'est l'automate qui gagne. C'est pour ça qu'on pratique par conséquent souvent l'hypnose, parce que là, voilà, sans faire de la magie, bien sûr, simplement, là, on peut parler à l'automate, on peut débrancher quand même plus facilement, entre guillemets, le réflexe. Là était ma prochaine question, est-il possible de déprogrammer le cerveau? Je crois comprendre que oui. L'hypnose, par exemple. On y arrive. Je ne saurais pas vraiment vous dire comment ça marche, même après toutes ces années de travail. Maintenant, je le constate avec les fumeurs tous les jours, sur l'amincissement toutes les semaines. J'ai des ateliers sur le sujet. Si vous voulez, il y a quelque chose justement d'émotionnel dans le fond. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a cette formule fréquente qu'on peut entendre comme ça, tout est dans la tête. C'est vrai en fait, tout est dans la tête. Et quand vraiment vous réussissez en douceur
C'est comme l'hypnose, on peut dire, c'est comme de murmurer au subconscient, quoi, voilà. Et quand vous réussissez à ce que la personne vous ouvre la porte et qu'elle-même, elle est finalement très, très satisfaite de dire dans le fond, ça marche pas, quoi. Dans le fond, je mange un truc, en fait, ça sert à rien, quoi. C'est justement, c'est la double peine. Quand ce truc-là rentre, on n'est pas dans la volonté, vous voyez, on n'est pas dans un truc qui rentre au chausse-pied, il ne faut pas le faire, c'est mal, ça marche pas, ça. Quand au contraire, vous réussissez à dire en douceur, mais en fait, ouais, ça marche pas, quoi. Finalement, la personne ressent, on n'est pas dans le cognitif, on est plus dans le ressenti de dire, en fait, aucun intérêt, quoi. Limite au contraire, quoi. Eh bien, c'est surprenant, je vous assure. Ça disparaît, ça s'éteint. Et vraiment, il faut le voir pour le voir, des personnes qui vous disent 15 jours avant, je suis accro au sucre, je suis accro aux chips, vraiment, hein. Et je vous assure, c'est surprenant. Personne 15 jours après qui vous dit, mais en fait, ça ne dit plus rien, les chips. Mais véridique, quoi. Et le sucre, qui est pourtant une drogue dure, d'après certains savants, on va pas, même le sucre, on dit, mais en fait, je me rends compte, ça ne me dit plus rien, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Parce qu'il se passe un truc, et oui, évidemment, c'est possible, il se passe un truc quelque part. Mais regardez le fumeur, qui est pareil, là, pour le coup, le tabac, c'est une drogue dure. Hypnose ou pas hypnose, on en connaît tous autour de nous. Des anciens fumeurs qui vous disent, écoute, je ne sais pas, j'ai arrêté un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, le fameux déclic, quoi. On dit, voilà, ça ne me dit plus rien. Et là, ça fait rêver le fumeur, évidemment, parce que, bien sûr, tous les fumeurs rêvent de, ça y est, quoi, plus besoin de fumer. Et c'est pareil sur la fringale émotionnelle. C'est assez surprenant. Et c'est pourtant, c'est le même processus, manifestement. C'est le même phénomène. Voilà. Il y a un truc, c'est comme, ça s'éteint, en fait. C'est on-off, quoi. Ça s'éteint. Non, franchement, ça ne me dit plus rien. On parlait tout à l'heure de programmation un petit peu du cerveau, hein, justement, et est-ce qu'on ne pousse pas un petit peu ces comportements-là avec les enfants quand on leur donne des bonbons pour récompense, quand on leur donne un bonbon pour calmer un chagrin? Et est-ce qu'en tant que parent, justement, aujourd'hui, vous avez un conseil pour éviter plus tard ces kilos émotionnels qui viendront? C'est très très dur de donner des conseils aux parents. On dira pas de bonbons, jamais pas de gâteau. assez. Parents, c'est le métier le plus dur du monde, ça c'est sûr. Après, ben oui, c'est vrai qu'on peut avoir tendance, un enfant qui a du chagrin, on lui fait d'abord un câlin. Évidemment. Ça, quand même. Ça va de soi. Après, bien sûr, on va dire, tiens, est-ce que... Maintenant, c'est vrai que idéalement dissocier les deux. Les enfants, pour le coup, il faut que jeunesse se passe. Et en plus, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Ça ne grossit pas un enfant, à moins de le gaver de soda ou de je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, il faut que les enfants mangent des bonbons, de la pâte à tartiner, des trucs horribles. C'est normal. Et il faut. C'est énorme, parce que c'est l'enfance, quoi. Voilà. Toutefois, c'est vrai que de dissocier effectivement la dimension affective. Tu as du chagrin, on va faire un câlin, voilà, raconte-moi, dis-moi ce qui se passe, fais-moi un dessin, vas-y, pour me dire, là, on rejoue la scène qui préoccupe l'enfant, bon, très bien. Et dissocier ça, voilà, parce que ça, c'est vraiment de l'affection, de tout ce qui est alimentaire. Après, pas que ce soit la seule réponse, en fait. Ah ben non, ça, voilà. Le côté de dire, écoute, tu as du chagrin, tiens, prends un bonbon, ça te fera du bien. Si on peut éviter quand même, c'est mieux. Ça n'empêche pas après de dire, tiens, tu sais quoi, je te propose cet après-midi, on va faire un gâteau, ça va être génial. Parce que c'est super, parce qu'on partage, parce qu'on cuisine. Après, on mange le gâteau, on est content. Maintenant, voilà, c'est vrai que ce côté, ça n'est pas, pardon de le rappeler, c'est évident, un paquet de bonbons, tout comme un écran, tout comme un jeu vidéo, n'est pas un moyen de substitution à la vraie relation éducative de l'affection, de proximité, de tendresse, d'un câlin, d'un bisou, évidemment. Merci Jean pour ce sujet passionnant. Perdre du poids peut donc être une question de libération émotionnelle. Si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à perdre du poids ou si vous pensez même avoir une relation malsaine avec la nourriture, ça arrive, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. C'est bien ça, Jean? C'est une très bonne idée, oui, ça n'hésitez pas. Non, mais sans blaguer. L'hypnose donne de très bons résultats. C'est très bon. C'est très très bon. Tout ce qui est comportemental et cognitif, de toute façon, ça se fait quand même beaucoup, ce mode de thérapie aujourd'hui. Oui, bien sûr, allez voir des professionnels parce qu'on a besoin de se faire aider. On est quand même meilleur à deux que tout seul. Il y a quand même des méthodes, il y a quand même des choses à appliquer. Donc évidemment, oui, autorisez-vous à vraiment aller voir
un professionnel ou une professionnelle sur le sujet, ça vous fera le plus grand bien, ça c'est sûr. Et toutes les coordonnées de Jean dans le descriptif de cette vidéo, n'hésitez pas à le contacter. Jean, un grand merci. Merci Émilie. Et à très bientôt pour un prochain sujet.